Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce webinaire, je dirais, assez particulier dans ces temps-ci. Premièrement, pour ceux qui ne le savent pas, le Bonjour Printemps a annoncé, le Grand Défi en fait a annoncé ce matin que le Bonjour Printemps allait être annulé. Après avoir discuté justement avec Jolène, la directrice, elle m'a dit que c'était, dans le fond, que le webinaire allait quand même avoir lieu, que les plans gratuits sont encore disponibles. En gros, la raison pourquoi, c'est parce que c'est entre autres un bon moment pour continuer l'entraînement. C'est pas une raison, je dirais, d'arrêter l'entraînement pour autant. Je dirais que c'est un des moments où, entre autres, l'entraînement peut nous changer, vider l'esprit. Dans mon cas, je l'utilise pour ça. Je dirais que je suis dans la même situation que vous. Présentement, justement, je suis en quarantaine, je reviens de voyage, je sors à l'extérieur pour aller jogger, puis je reviens à la maison. C'est à peu près tout ce que je fais, là. C'est vraiment un des moments dans la journée que je préfère pour ça. Ça me permet de me vider l'esprit, penser à autre chose, fermer la télévision, justement. Donc, j'ai les mêmes infos que vous autres, je dirais quasiment 24 sur 24, là. Donc, c'est vraiment un bon moment pour ça. Donc, c'est pour ça qu'on tenait quand même à faire le webinaire. Pour ceux qui se demandent ce qui se passe avec les inscriptions, pour ceux qui étaient déjà inscrits, en fait, le Grand Défi a envoyé un courriel à tous ceux qui étaient inscrits. Donc, allez voir le courriel que vous avez utilisé pour votre inscription. En gros, les détails sont pas mal tous là-dedans, mais puis si vous pouvez toujours communiquer avec le Grand Défi là, pour les détails, soit des remboursements ou des dons. Je pense qu'il y avait aussi une opportunité de crédit pour d'autres événements. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Pour ceux qui participent pour la première fois à un webinaire, ce que c'est, en gros, c'est assez simple. C'est dans le fond de présentation, ça dure, dans mon cas, je vais essayer de tenir ça quand même assez autour de 20 à 30 minutes. Je vais présenter, oui, les plans d'entraînement, mais autre chose aussi en même temps. C'est super simple. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé la technologie Zoom, dans le fond, vous allez voir, il y a une façon de poser des questions. Dans le fond, ne pas utiliser le chat. Il y a une section chat, là, je ne sais pas si c'est disponible pour vous, là, mais bref, il ne faut pas l'utiliser. C'est vraiment la question Q&A, Question and Answer en anglais. Donc, c'est à cet endroit-là comme là, vous le voyez sur mon écran probablement, je ne suis pas certain, mais bref, dans cette question-là, que vous pouvez poser des questions. Idéalement, à la fin du webinaire, je vais prendre les questions parce que sinon, à moins que je ne sois vraiment pas clair, mais sinon, juste vraiment à l'utiliser à la fin. Donc, on va commencer le webinaire. Donc, tout d'abord, ça va commencer juste ici. Il va y avoir deux parties. Première partie, conseils pour la préparation en général. C'est sûr que je vais moins m'attarder là-dessus parce que, premièrement, justement, étant donné qu'on ne sait pas trop ce qui s'en vient côté événements sportifs, on est comme en stand-by, tout le monde, je dirais moi y compris. Mais on est vraiment en stand-by, donc cette partie-là va être un petit peu plus restreinte. Puis deuxième, c'est vraiment votre plan d'entraînement. Savoir pourquoi l'utiliser, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça, puis ça sert à quoi, entre autres, d'avoir un plan d'entraînement. On commence ça avec justement quelques conseils de préparation. En partant avec l'équipement, présentement, on est dans une saison assez où la météo est très changeante. Une journée peut faire une température parfaite, un genre de 5-6 degrés, pas beaucoup de vent, beau soleil. Puis le lendemain, ça peut être moins 10 degrés, encore des tempêtes de neige. Au mois de mars, il en reste encore quelques-unes. Puis sinon, de la pluie, comme vendredi, annonce super chaud, mais annonce de la pluie. Beaucoup de vent à cet ainsi de l'année. Donc, c'est vraiment une question de s'adapter au niveau de l'équipement, entre autres au niveau de vos vêtements. Je dirais, on peut commencer justement à enlever des couches, à commencer à sortir les shorts un petit peu de temps en temps. Moi, personnellement, autour de 4-5 degrés, si c'est pas trop froid, s'il n'y a pas trop de vent. Moi, j'aime bien courir en short, mais je veux quand même avoir ma tuque, mes gants, ou sinon un cache-cou, une casquette, puis un manteau, ou un chandail à manches longues. Donc, c'est le genre de trucs que moi, personnellement, j'utilise pour ceux qui s'entraînent à l'extérieur. Sinon, la saison du tapis roulant est encore là. Si vous avez la chance d'en avoir un à la maison, parce que présentement, comme vous le savez, tous les gyms sont fermés jusqu'à nouvel ordre. On attend toujours des nouvelles. Ça va évoluer de semaine en semaine.
Sinon, au niveau de la nourriture, je vous dirais, petit conseil vite comme ça peut être bon de pratiquer justement dans vos entraînements, le genre de routine que vous pourriez faire dans les compétitions à venir. C'est-à-dire, si vous, par exemple, votre compétition est à 10 heures le matin, comme une heure au Bonjour Printemps qui est souvent très populaire, de pratiquer votre heure de déjeuner. OK, parfait. À partir de combien d'heures avant est-ce que je suis à l'aise d'aller courir sans trop avoir faim? Euh, Dans mon cas, habituellement, un genre de 2 le matin, moi je digère assez vite, donc 2 heures avant, ça me suffit. Après, je suis prêt à partir, même des fois un petit peu moins. Donc, des choses qui sont faciles à digérer. C'est sûr que si vous avez l'habitude de manger 2 œufs, bacon, saucisse, le gros déjeuner du constructeur le matin, c'est sûr que ça se peut qu'une heure et demie ou 2 heures après, ça se peut que ça soit un peu serré pour partir votre entraînement. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'essayer des choses. Je dirais, l'idéal, c'est de prendre des choses faciles à digérer. Euh, Ça peut être justement du gruyot, c'est une des choses les plus faciles à digérer. Une bonne rôtie, une toast au beurre de pinot, ça fait vraiment le travail avant d'aller courir. C'est léger, c'est riche en glucides, puis ça nous permet justement de digérer rapidement. Puis, oui, je voyais l'équipement. Je dirais à cet ainsi de l'année, c'est sûr qu'on a de moins en moins de tempêtes. Donc, la neige, la surface, à Victoriaville, on est quand même assez chanceux. On a accès à beaucoup d'asphalte assez tôt. Donc, on n'a pas besoin de varier encore nos équipements beaucoup. Là, l'hiver est pas mal derrière nous. Ceux qui vont en trail pour faire leur sortie, parce que c'est possible avec les plans d'entraînement, vous pouvez faire votre sortie dans les sentiers. C'est sûr que d'avoir des souliers cramponnés pour aller faire ces sorties-là, ça peut être intéressant. Surtout au printemps, aller chercher un peu de traction parce que justement, c'est un moment de l'année où il y a beaucoup la neige fond, donc ça fait beaucoup de boîtes dans les sentiers. Si jamais il y a de la neige qui s'en vient, raccourcir votre foulée si jamais vous avez absolument à courir dans la tempête. Mais sinon, adapter votre entraînement, je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. C'est sûr que s'il y a une séance, on va le voir plus tard, là, mais s'il y a une séance d'intervalle qui est planifiée le mardi, puis là, le mardi, c'est la pire tempête quasiment qui s'en vient, une des dernières tempêtes de l'hiver, bien, vous pouvez reporter à mercredi, c'est pas dramatique. Le plan, il y a une certaine flexibilité. Puis l'hiver, justement, ou le printemps, c'est vraiment le mot d'ordre, je dirais qu'il faut garder en tête, c'est la flexibilité dans notre horaire d'entraînement. Des fois, dans le moment de la journée, aussi des fois le matin, par exemple. Le matin, c'est très frais encore à cet ainsi de l'année. On va des fois avoir des -10 le matin. Donc, si pour vous, c'est le seul moment que vous pouvez vous entraîner, peut-être pas mettre la séance la plus difficile de la semaine à ce moment-là. Vous pouvez la déplacer la fin de semaine où vous avez justement plus de temps un petit peu. Tester puis comparer des paires de souliers, je dirais, c'est surtout quand on parle de l'événement en tant que tel, ça peut faire vraiment une différence. Essayer des nouveaux souliers la veille de la course, c'est vraiment pas une bonne idée. Je vais en reparler un petit peu plus tard. Mais pour l'hiver, quand il y a des tempêtes, c'est sûr qu'il y a des souliers qui offrent plus de traction. Je parlais pas trop de l'hiver parce que heureusement, c'est pas mal terminé. Donc, je passais vite là-dessus. Puis l'habillement, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais en gros, on commence à enlever un petit peu les couches protectrices, là, les vêtements coupe-vent, comme le Windstopper, entre autres, qui est une marque de commerce qui est utilisée par exemple, Salomon. Ça peut... moi, je commence à moins les utiliser ou moi, c'est Round Shield avec Saucony. Je commence à avoir mes vêtements je dirais mes vêtements d'entraînement de printemps, automne, là, je commence à les ressortir parce que c'est beaucoup moins froid qu'avant. Donc, c'est pas mal, comme je dis, le temps de un peu faire tourner notre garde-robe de vêtements là, à ce moment-ci de l'année. Pour la partie plan d'entraînement, je vais répondre à quelques questions. En gros, là, mais vite. Pourquoi, premièrement, avoir un plan d'entraînement? On va y aller avec quelques conseils vraiment généraux. Les zones d'entraînement puis les niveaux de difficulté, je vais expliquer ça. Il y en a probablement qui ont des questions par rapport à ça. C'est sûr que c'est une partie importante du plan. Comprendre ça, c'est primordial. C'est aussi important que si je vous disais OK, parfait, on s'en va au gym, on fait un exercice de bench press, c'est de savoir quelle charge on met.
puis à quel point ça va être difficile, justement, ce niveau, combien de répétitions vous allez faire avec la charge. Donc, c'est comme ça. C'est vraiment important de comprendre ça. Les types d'entraînement qu'on va travailler pendant ces plans d'entraînement-là, puis les phases clés de la préparation, puis après les erreurs à éviter, quelques petits conseils, puis la période de questions. Bien, tout d'abord, entre autres, d'avoir une meilleure motivation. C'est un des gros plus d'avoir un plan d'entraînement. C'est comme un peu, je dirais, un engagement envers soi-même qu'on se prend. Prenez l'habitude de, moi, pour ma part, j'ai mon plan d'entraînement, quand je l'ai, je suis un peu old school par rapport à ça, mais je l'imprime. C'est une des rares choses que j'imprime encore, mais j'imprime mon plan d'entraînement. Je le mets sur le frigidaire. Dans mon cas, ce n'est pas une question à savoir si je vais faire l'entraînement ou non, mais des fois, juste de l'avoir devant nous, ça nous permet, c'est comme un peu un engagement. On se dit, OK, il est écrit mardi, je vais faire un entraînement. Ça peut arriver que le mardi, ça vous tente un peu moins, ça arrive à tout le monde, mais d'avoir un plan d'entraînement, ça va vous donner la motivation justement d'avoir ce genre d'engagement-là avec vous-même dans les moments un petit peu plus difficiles parce que ça arrive à tout le monde, puis il va y avoir des baisses de motivation, c'est normal. Mais souvent, le fait d'avoir un plan, ça fait une bonne différence à ce niveau-là. Bien sûr, réduction du risque de blessure. Les plans sont faits pour les différents plans, que ce soit les plans 5, 10, 15 km ou même pour les plans débutants, intermédiaires. Bref, il y a vraiment une progression qui est pensée en fonction des niveaux. On a eu des discussions entre entraîneurs, entre autres, avec Uni pour le sport pour essayer de trouver la meilleure progression possible pour éviter les blessures parce que la progression, justement, ça fait une énorme différence dans les blessures. Donc, d'avoir un plan d'entraînement, ça structure un peu tout ça, puis ça permet de diminuer le risque de blessures. Puis, les blessures en course à pied, je dirais, c'est le nerf de la guerre. Quelqu'un qui est capable de rester en santé durant une année mais qui fait moins d'entraînement un petit peu, va être plus avantageux que quelqu'un qui fait comme des gros blocs d'entraînement, mais qui se blesse pendant un mois, qui revient après. C'est vraiment plus... on met les chances de notre côté en diminuant les risques de blessures, puis c'est comme ça qu'on progresse aussi beaucoup, beaucoup au cours des années. Donc, si on veut rester longtemps dans le sport, c'est important de se donner les chances de poursuivre à ce niveau-là. Gain physiologique aussi, ça reste que il y a des façons de s'entraîner. Tantôt, je vais en parler un petit peu, mais d'aller en course à pied, d'aller s'entraîner, je dirais le no pain, no gain, qu'à chaque entraînement, on donne notre maximum, on s'en va je dirais, faire un effort à 100% de ce qu'on fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas un athlète qui a du succès dans le monde qui s'entraîne de cette façon-là. Donc, vraiment de fractionner les efforts, de choisir les moments clés, de tester les zones d'entraînement. Bref, c'est tout ça qui va nous amener à avoir des gains physiologiques, de jouer avec les efforts. Bref, ça, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails un petit peu plus tard de toute façon. Puis des conseils, en gros, ajustez le programme à votre réalité. Puis aussi où vous en êtes, ça fait une énorme différence. Si c'est écrit mardi, le mardi, les enfants jouent au soccer, puis ça ne fonctionne pas le mardi. C'est pas grave si on déplace la séance, c'est pas dramatique. C'est de garder toujours une logique derrière tout ça. Si par exemple, il y a 4 séances d'entraînement même dans une semaine, on va essayer de ne pas faire les 4 séances de suite. On va essayer d'espacer ces journées-là avec une journée de repos. Les plans sont déjà conçus comme ça, mais si par exemple, vous avez à jouer un peu avec les plans, c'est comme ça que je vous suggère de réajuster parce que justement, le but, c'est dans la progression, dans la gestion des blessures, ça fait une énorme différence. On est capable d'étaler un petit peu la charge d'entraînement sur toute une semaine. Aplatir la courbe, là, c'est un des mots de la phrase clé de ce temps-ci, mais c'est le même principe en entraînement. On essaie d'éparpiller les stress en augmentant un petit peu en créant quelques stress, mais si on fait comme un gros stress en début de semaine, les chances que ça n'aille pas bien par la suite sont plus élevées. Consulter un professionnel en cas de blessure, je dirais, c'est la clé. Aussitôt que ça fait mal, allez consulter. Quand vous avez des douleurs, ça peut arriver. Souvent, quand un petit bobo est pris à temps, ça va nécessiter quelques traitements, peut-être 1, 2 traitements si ça va bien. Vous allez sauver beaucoup d'argent à
seulement à le prendre en charge immédiatement versus attendre que ça dégénère, puis que là, souvent, c'est là que ça va prendre beaucoup plus de séances avant de récupérer ce retard-là. Puis surtout présentement, les professionnels de la santé ont reçu le mot d'ordre justement de leur ordre professionnel de traiter seulement les urgences. Donc, si vous avez une périostite ou une petite douleur au genou, ben, les physios, même les chiro, ils n'iront peut-être pas nécessairement vers vous pour vous traiter parce que, justement, c'est seulement les urgences qui ont reçu le mot d'ordre présentement. Donc, d'où l'importance d'écouter la progression puis de bien progresser puis s'écouter en cas de blessure. De prendre une journée de repos de plus, ça peut pas changer. Des fois, ça peut aider justement avant qu'il y ait une blessure dégénère. Écouter son corps puis les sensations, je dirais, ça va aussi pour les blessures, mais aussi pour les zones d'entraînement. Je parlais tout à l'heure des efforts à 100 %. C'est pas normal que après chaque séance, vous avez de la difficulté à monter les marches ou vous arrivez à la maison comme si vous aviez fait la course de votre vie. Ça veut dire que peut-être vous courez trop vite, vous ne respectez pas les zones d'entraînement qui sont suggérées. Ralentissez, ça va être beaucoup plus bénéfique de faire ça, je vous le dis. Vous courez à votre perte si vous vous maintenez dans cette situation-là. Les échauffements avant les intervalles, c'est vraiment important. On met 10 minutes, mais ça peut être des fois, il y a 10 ou 15 minutes, ça peut être un petit peu plus aussi, si vous êtes capable de le faire. Mieux, plus on est échauffé, plus que entre autres, nos muscles, nos tendons, nos ligaments, nos articulations vont être échauffés, vont être prêts à fournir un effort plus important que demandent les intervalles. Puis tester son matériel et sa nourriture, bien ça, j'en avais parlé un petit peu tout à l'heure, mais ça peut faire une différence justement quand on arrive en compétition. Il y a tout le temps 2 niveaux qui sont proposés, les niveaux débutants et intermédiaires. La différence entre les deux, en fait, pourquoi on a mis des niveaux, c'est parce qu'on voulait que les gens soient capables d'avoir un plan qui est adapté à eux, de choisir, je dirais, le bon programme d'entraînement. C'est ce qui va faire la différence entre un succès et peut-être du plaisir et moins de plaisir dans la préparation, mais aussi à l'événement. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre le temps de lire la description qui est écrite à qui ça s'adresse, les plans d'entraînement. Puis c'est vrai, si vous n'avez jamais couru ou très peu couru, de faire le plan débutant, je pense que il n'y a rien de gênant là-dedans. Ça va vous permettre, je pense, d'avoir du plaisir dans la pratique du sport. Puis on sait pertinemment que c'est ça qui fait la différence. Donc, moi, je vous conseille vraiment de prendre le temps de lire ça. Mais en gros, les différences, c'est la distance que vous allez parcourir dans la charge d'entraînement que vous allez faire dans la semaine, le nombre d'intervalles, puis le nombre d'entraînements aussi dans la semaine. Donc, si vous prenez un entraînement intermédiaire pour le 15 km, il va y avoir beaucoup plus d'entraînement que justement le plan 5 km intermédiaire. Donc, ou 5 km débutant, par exemple. Il va y avoir je pense qu'il y en a 5 pour le 15 km. Puis peut-être 3 par semaine environ pour le débutant. Puis même si je dirais si ça fait vraiment longtemps, si vous n'avez pas couru de l'hiver, si ça fait 6 mois que vous n'avez pas couru, ou même 3 mois, moi, je vous conseille d'aller vers un plan débutant, entre autres pour éviter les blessures. Je pense que la progression est un petit peu plus douce pour le débutant. Puis de toute façon, si vous voyez après 4 semaines que c'est vraiment trop facile, vous pourriez aller vers un plan intermédiaire là, pour compléter le reste, il n'y aura pas de problème. Puis, même présentement dans la situation qu'on est, vous pourriez essayer peut-être plus de plans d'entraînement. Si vous faites le plan débutant pour 8 semaines, puis que là, en espérant que dans 8 semaines, tout ça soit réglé, mais si ça se prolonge, que les événements sportifs sont repoussés, moi, je vous suggère peut-être de faire un autre plan d'entraînement différent, faire peut-être une distance, si vous avez pris 5 km, peut-être aller vers le 10, si vous avez le débutant, aller vers l'intermédiaire, bref, et ainsi de suite. Ça vous permettrait justement de vous garder motivé dans cette période-là qui est quand même assez inhabituelle. Au niveau des zones d'entraînement, vous avez sûrement ceux qui ont téléchargé le plan d'entraînement, vous avez probablement vu la différence entre les zones. Il y a 5 zones, on utilise 5 zones. C'est basé sur, entre autres, plusieurs athlètes utilisent ces zones d'entraînement-là. Puis pour vous, c'est une façon de bien quantifier. On vous a donné des repères, puis c'est important de les respecter, je pense, pour vous donner une idée à quelle vitesse courir.
En gros, si on parle de la zone 1, dans le fond, zone 1, la plupart des entraînements, des jogs, c'est à cette vitesse-là. C'est une vitesse de réchauffement ou jog de récupération ou même de longue sortie. C'est quelque chose qu'on est capable de maintenir longtemps. On serait capable de, si je pars courir avec, par exemple, avec un ami, ben, pendant 1 heure, on serait capable de discuter ensemble, d'avoir une discussion, puis de pas chercher notre souffle. Là, c'est comme ça la zone 1. Donc, si c'est écrit zone 1 puis vous n'êtes pas capable de faire ça, ça veut dire que vous courez peut-être trop vite. S'il y en a qui veulent avoir des petits repères au niveau des fréquences cardiaques, ceux qui utilisent ça, on peut parler de 65 à 75 75 à 75 des fréquences cardiaques maximales. On a une petite formule simple pour calculer la fréquence en bas. Donc, 207 moins, vous faites entre parenthèses, 0,7 fois l'âge. Donc, ça peut vous donner une idée. Je peux vous faire un petit calcul. Là. Pour moi, ce serait environ, là, je vais le calculer tout de suite. Moi, je n'utilise pas ça personnellement, mais c'est assez précis, je dirais quand même. Ça donne une bonne idée. 207. Moi, personnellement, j'ai 33 ans et mes fréquences cardiaques maximales seraient autour de 184. Donc, 184, si on fait fois 65 ça fait 119. Donc, moi, puis si on monte justement jusqu'à un petit peu plus haut, à 75, donc on peut parler peut-être autour de entre 120 et 130. Moi, dans mon cas, c'est à peu près ça. Dans les jogs, c'est à peu près ça la vitesse de mes fréquences cardiaques. Ça peut ressembler vraiment autour de ça. Zone 2, on parle de l'endurance aérobique, donc ça va être un petit peu plus vite. Pour quelqu'un qui est, je dirais, pas trop entraîné, ça va être ce qu'on appelle un peu de la vitesse du rythme marathon. Donc, c'est quelque chose qu'on va être capable de tenir pendant un effort qu'on serait capable de tenir pendant 2-3 heures, donc un long effort, peut-être 75 à 82 de nos fréquences cardiaques maximales. On est quand même capable d'avoir des discussions, mais avec des phrases courtes. On va comme dire peut-être une petite phrase ou deux, après on prend une petite pause pour reprendre son souffle. C'est pour vous donner un repère. Zone 3, seuil anaérobique, c'est dans le fond, on va ce qu'on travaille, c'est vraiment un petit peu plus des tempos qu'on utilise comme terme. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait un 15 minutes tempo. Là. Pour moi, c'était peut-être un petit peu rythme, pas 21 km, un petit peu moins, peut-être 30 km environ. Là. Mais en gros, c'était vitesse entre 10 et 21 km. Puis 82 à 93 de ces fréquences cardiaques. Dans mon cas, là, c'est habituellement, moi, quand je suis en zone tempo, si c'est un tempo qui est assez court, je vais peut-être être, je vais vous le recalculer, là, 184 fois 0,82. Donc, 150 à 160, ça ressemble vraiment à ça. C'est quelque chose que je suis capable de tenir une conversation, peut-être une ou deux phrases, mais si on arrive à la fin du tempo, dans un tempo qui se prolonge 20-30 minutes, là, ça devient vraiment plus difficile. Zone 4, VO2 max, c'est vraiment ça devient de plus en plus difficile. Les fréquences cardiaques vont monter rapidement. On peut parler de rythme entre 5 et 8 km. Puis 93 à 98 des fréquences cardiaques. Puis c'est vraiment quelque chose que, dans le fond, on va beaucoup utiliser dans les entraînements par intervalle. Zone 4 et zone 5, même principe. Donc, on va aller un petit peu plus vite pour la zone 5. Ça peut être des intervalles pour vous donner un effort, une idée de l'effort quand on fait des entraînements en montée de côte. Sinon, un rythme que vous êtes capable de tenir peut-être sur 5-6 minutes. C'est vraiment un effort maximal ou presque. Là. Vous ne seriez pas capable de tenir ça pendant un 5 km, par exemple. Donc, là, vous allez avoir des respirations très intenses, difficulté à parler. Donc, pour des efforts, si, par exemple, je vous ferais faire un 2 minutes en zone 5, vous n'aimeriez pas trop ça. C'est pas très agréable. Donc, c'est ça. Pour les niveaux de difficulté, on utilise je dirais des cotes d'effort. C'est un niveau de fatigue qui est coté de 1 à 10. 1 étant aucune fatigue. Présentement, je suis assis, tout va bien, j'ai aucune fatigue. Les jogs, on peut parler de niveau, je dirais, 3 ou 4. Donc, 2, on peut parler d'activité très légère, aller prendre une marche rapide. Mais 3, ça veut dire qu'on peut continuer vraiment longtemps. Là, si on monte comme ça, 10,
je dirais que c'est comme si comme on se sent à la fin d'une compétition de 5, de 10 ou même de demi-marathon ou de 15 km. Donc, c'est vraiment 10 pour vous donner une idée. Si je vous demandais de refaire le même effort, vous seriez incapable de le faire. Donc, ça vous donne un repère un peu d'un 10 que ça peut être. Tandis que, mettons, un 7, c'est un entraînement, vous seriez capable de refaire une partie d'entraînement ou quelques entraînements. Un 5, vous seriez capable pratiquement de refaire le même entraînement. Donc, ça vous donne un peu une idée là, au niveau de la progression entre 1 et 10. Ça, je reviens un peu sur cette diapo-là. Pour vous, ça peut être vraiment une échelle de repère. Vous devriez, je vous conseille de l'annoter pour vous. C'est juste pour vous donner, quand vous arrivez de votre entraînement, écrire votre niveau de fatigue d'une échelle de 1 à 10. Ça va vous aider à trouver des repères là, par rapport à vous. Puis des fois, honnêtement, de s'entraîner dans les bonnes zones d'entraînement puis de se connaître, ça fait une énorme différence dans la progression puis comment on peut avoir des meilleurs résultats. Puis dans certains cas, s'il y en a qui aiment beaucoup ça, avoir des résultats, regarder le chrono, puis pour vous, c'est ça qui va vous motiver, bien, justement, d'utiliser des bons repères à l'entraînement, ça vous aide grandement. 3 types d'entraînement par intervalle qu'on va utiliser. Les jogs vont être en ce qu'on appelle des jogs récupération. Donc, c'est pas un moment où on va aller, on va récupérer de nos séances d'entraînement par intervalle. Donc, c'est supposé être très facile. Endurance, ça va être des sorties un petit peu plus longues qui vont être, par exemple, dans le cas du plan de 15 km, il peut y avoir, exemple, une sortie de 60 minutes. Donc, là, on va travailler un petit peu plus endurance. Sinon, les entraînements par intervalle, c'est vraiment l'entraînement clé dans la semaine. On va parler de 1 à 2 entraînements par intervalle par semaine maximum. C'est vraiment là-dessus qu'il faut baser notre semaine d'entraînement. C'est comme le plus important, puis c'est ce qui va nous permettre de le plus progresser, c'est ça. Puis le principe de l'entraînement par intervalle, en fait, en quoi ça fait une différence, c'est que ça nous permet justement de profiter, après l'entraînement, qu'on récupère d'une bonne séance d'intervalle, c'est là qu'on va aller chercher les gains de la séance. Donc, si le lendemain, vous allez faire un entraînement, juste exemple, un 30 minutes en zone 1 qui est supposé être un entraînement de récupération, mais que vous ne récupérez pas parce que vous courez trop vite, parce que vous voulez battre votre record sur un 5 km à chaque fois que vous allez courir, bien là, vous n'avez pas récupéré de votre entraînement clé. Puis là, ainsi de suite, là, ça continue, puis là, on devient de plus en plus fatigué. Au lieu dans le fond, de progresser dans notre niveau de forme, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre niveau de forme qui est là, puis il descend au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Donc, c'est important les séances faciles sont faciles. Les séances par intervalle, on peut pousser un petit peu plus. Puis c'est ceux-là qui sont plus difficiles, puis c'est ceux-là qui nous font progresser beaucoup plus. Il va y avoir des tempos, je dirais 3-4 grandes zones d'entraînement, mais des tempos principalement en zone 3. VO2 max, donc c'est de la zone 4 beaucoup. Faire de la vitesse aussi, on va travailler un petit peu là-dedans en zone 5, puis des montées de côte, il y a certains plans qui en contiennent, mais un petit peu moins là, dans les plans du Bonjour Printemps. Comprendre un peu c'est quoi. Je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil là-dessus. Des fois, ça peut avoir l'air d'un graphique hyper compliqué ou de quoi de très complexe, mais une fois qu'on prend le temps de décortiquer tout ça, c'est relativement simple, puis ça nous permet justement de mieux comprendre ce qu'on fait, puis c'est la clé pour avoir justement du plaisir. Dans le plan d'entraînement, il y a tout le temps le type d'entraînement. On décrit c'est quoi le type, qu'est-ce qu'on va travailler pendant la séance. Donc, dans ce cas-ci, l'exemple qu'on a pris, c'est une séance de type VO2. Le warm-up ou l'échauffement, comme on dit, on fait 10 minutes en zone 1. Par la suite, on va aller faire la première série d'intervalles. Donc, première série d'intervalles. Puis là, justement, après votre 10 minutes, il faut prendre une petite pause, 2 secondes, 2 minutes même, juste pour comme vous arrêter, regarder un peu, parfait, faire peut-être une petite accélération ou 2, il n'y a pas de problème, ça va vous aider justement à mieux faire votre séance d'entraînement. Puis là, vous faites la première série d'intervalles qui est composée c'est des 1 minute en zone 4, suivi de 1 minute de récupération. Le R, c'est pour repos ou récupération. Donc, on parle de 1 minute, vous pouvez faire de la course très, très, très légère ou de la marche, habituellement, c'est indiqué. Donc, vous faites des 1 minute en zone 4, 1 minute de repos. Et ça, vous faites ça 6 fois. Donc, 1 minute
une minute en zone 4, une minute de repos. On refait une minute en zone 4, une minute de repos. Je suis rendu à 2, et ainsi de suite. On continue jusqu'à 6. Puis après, on prend une plus longue pause. Donc, la première série est terminée. Là, on arrive à la au deuxième endroit, à la deuxième récupération. C'est le 4 minutes. Moi, ce que je vous suggère, c'est de le faire probablement course-marche en alternance. Vous faites peut-être la moitié de la récupération en course, très, 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 très léger. Le but étant juste de se dégourdir un peu les jambes, juste de donner une petite chance de récupérer. Puis après, ça peut être un 2 minutes de marche aussi. Moi, j'aime bien faire 1 minute repos complet, marche très légère. Après ça, 2 minutes de jog léger. Après une petite minute avant de repartir. Puis après, je suis reparti. Et la deuxième série, c'est exactement pareil. Donc, la deuxième série d'intervalle. Donc, 6 fois 1 minute en zone 5 cette fois-ci. Donc, on va un petit peu plus vite. Puis, récupération, encore 1 minute. Donc, c'est le même principe. Et après, vous pouvez prendre une petite pause justement à la fin de votre dernier intervalle, un petit peu plus long qu'1 minute. Et vous arrivez avec un 10 minutes en zone 1. Des fois, il y a tout le temps une note aussi, commencer en zone 4, finir en zone 5 pour le deuxième bloc. Donc, c'est comme des explications supplémentaires pour vous aider à comprendre le tout. Autre chose, il y a quelques semaines clés, je dirais, dans le développement des plans. Les plans d'entraînement, c'est comme un peu un principe d'échelle. Donc, on part au début, on est en bas de l'échelle, puis après, on essaie de monter les escaliers comme ça. Puis, à la semaine 3-4, on augmente comme ça. Après, on prend une petite pause, on s'habitue. Après, on continue à monter un petit peu l'escalier. Puis, à la fin, on descend l'escalier de quelques marches pour bien nous reposer. Donc, pour vous donner une idée, des fois, les gens pensent que dans les dernières semaines avant les compétitions les plus importantes, c'est les semaines les plus, je dirais, les plus difficiles d'entraînement, mais les 10 dernières journées ou même les 2 dernières semaines, c'est les semaines pratiquement les plus faciles. Premièrement, parce qu'on est supposé être en forme. Si on a bien respecté le plan d'entraînement, on arrive vraiment préparé. Puis là, on diminue à ce moment-là la charge d'entraînement parce que la clé dans la dernière phase, je vais en parler un petit peu plus tard, mais c'est le repos. Bref, on commence ça justement première phase, les 2 premières semaines. Phase d'amorce, on fait juste comme commencer le plan d'entraînement. Ça devrait être relativement facile. Si ce n'est pas, c'est parce que justement, je pense que vous courez peut-être trop rapidement. Donc, diminuez les vitesses, ça va vous aider. Parce que si dès les deux premières semaines, vous courez, vous semblez vraiment, vous trouvez ça extrêmement difficile, ralentissez. Après ça, la deuxième phase, c'est vraiment la phase de la progression. Donc, on augmente progressivement un petit peu à chaque semaine la charge d'entraînement. Puis, il y a des semaines de récupération, justement, qui vont être un petit peu plus faciles, comme je vous parlais tout à l'heure. Puis, n'hésitez pas à diminuer la charge d'entraînement si vous êtes vraiment plus capable ou sinon vous avez des blessures ou vraiment une grosse fatigue. Mais les plans, comme je dis, sont conçus, devraient être adéquats. Si vous avez bien choisi votre plan, les plans devraient être adéquats pour vous. Et la dernière phase, moi, c'est quand même la phase la plus fun. C'est là qu'on récolte ce qu'on a semé. Si on a bien semé, on devrait bien récolter. Donc, on arrive à la dernière phase, la phase qu'on appelle d'affûtage en français. Certains connaissent peut-être le mot anglais qu'on appelle le taper. Donc, c'est les 2 dernières semaines. On diminue la charge d'entraînement. Peut-être pas le nombre de fois que vous allez courir dans la semaine, mais le volume que vous allez courir. Donc, si, exemple, vous courriez des 50 minutes à la fin, bien là, ça se peut qu'on court juste des 35 ou même des 30 ou même à la veille ou l'avant-veille de la course, juste un 20-25 minutes juste pour se dégourdir les jambes. Donc, c'est vraiment le repos qui devrait être la priorité dans cette phase-là. À ce moment-là, si vous avez pas, si vous avez fait le travail dans les semaines précédentes de façon adéquate, en fait, je vous souhaite, justement, c'est pas le temps de rattraper le temps perdu dans ces 2 dernières semaines-là. Donc, c'est vraiment des semaines où justement ça peut faire une différence, comme si on réussit ou non au niveau du plan d'entraînement. Puis, ce que je vous conseille à la fin, au lieu de faire, présentement, on sait qu'il n'y a pas d'opportunité de compétition. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller vous tester sur un 5 km. Essayez de vous mesurer ou un 10 km ou un 15 km. Je pense que ça peut faire une énorme différence sur votre motivation. Ça va vous donner un défi. Puis, ça peut vous aider justement à aller à garder la motivation dans les moments plus difficiles des prochaines semaines. Quelques erreurs à éviter. No pain, no gain, j'en ai parlé tantôt. La course à pied, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vraiment, les phases de récupération sont vraiment importantes. Si vous ne les respectez pas, vous allez à fond tout le temps,
vous magasinez soit un épuisement, mais principalement une blessure. Donc, moi, je vous conseille vraiment de faire attention. Suivre le plan à tout prix, je pense que ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Si jamais vous avez des choses qui arrivent dans votre vie, vous avez des petits empêchements ou des blessures, modifiez le plan, adaptez-le. Il est écrit, il est pour vous, il est écrit sur une feuille, mais vous pouvez changer un petit peu les journées d'entraînement, comme je dis, il n'y a pas de problème. L'habillement, à ce ainsi de l'année, trop comme pas assez, c'est vraiment une bonne expression. Comme je disais, moi, autour de 5-6 degrés, je commence à courir en short. Puis, c'est vraiment, c'est d'apprendre à se connaître, mais on sait que justement, à des températures qui commencent à être plus douces, on peut commencer à être moins habillé, puis justement, on n'est pas supposé avoir chaud quand on court énormément. On devrait être juste correct. Donc, si vous avez chaud à chaque fois, vous revenez complètement en sueur, détrempé, même s'il fait -2 dehors, ben, c'est parce que vous étiez trop habillé, même à 5, 6, 7 degrés. Ma conjointe a fait souvent la même erreur. Des fois, je sais la température, qu'est-ce qu'il fait dehors, puis elle part trop habillée, puis je lui dis, tu vas avoir chaud. Ça arrive des fois qu'elle n'écoute pas, puis elle y va quand même. Puis quand elle revient, elle a chaud, elle dit, ouais, t'avais raison. Mais c'est de l'essayer. C'est certain que je peux pas vous dire tout exactement quoi faire. C'est à vous de l'essayer, de savoir, OK, quel type de température, qu'est-ce qu'on doit mettre. Vous allez l'essayer, puis là, c'est de réajuster, juste des réajustements comme ça. Les nouveaux souliers, erreur classique. Même moi, je l'ai fait la semaine passée, même c'était une paire de souliers que j'avais déjà utilisé beaucoup. Quand on arrive avec des souliers neufs, on devrait tout le temps alterner un petit peu. Exemple, si on s'entraîne 3 fois dans la semaine, on pourrait, notre plus petit entraînement de la semaine, la première semaine, on intègre nos nouveaux souliers, même si c'est un modèle qu'on connaît déjà. Des fois, on dirait que notre soulier n'est pas nécessairement cassé. La semaine suivante, on passe à 2 fois. La semaine suivante, on passe à 3 fois. Donc, c'est une intégration vraiment progressive qui peut être intéressante. Si vous arrivez et que vous mettez vos premiers souliers rapidement, je pense que, premièrement, il y a des risques de blessure, mais il y a aussi un inconfort que vous n'allez pas avoir beaucoup de plaisir. Même moi, justement, la semaine passée, j'étais arrivé dans une. J'ai mis un modèle que j'étais habitué. J'ai couru beaucoup avec, mais c'était un nouveau soulier. Puis, j'étais allé le mettre pour ma plus longue sortie de la semaine, pratiquement. Donc, je dirais pratiquement à chaque. Je faisais 20-30 minutes, puis là, après, j'avais les pieds qui me chauffaient. J'étais obligé d'enlever mes souliers. C'était un petit peu trop serré. Donc, le soulier était comme pas mal, très, comme vraiment cassé. Donc, mais là, par la suite, cette semaine, ça va super bien avec ce soulier-là. C'est vraiment une question de temps. Le test d'avant-course, ben, ça, c'est un conseil que je donne. Présentement, comme je dis, il n'y a pas de course, mais une des erreurs à éviter, c'est d'arriver et de se tester dans la semaine avant, même 2 semaines avant, d'arriver et de dire, OK, je veux voir comment je fais en me pratiquant. Si je fais un 5 km à fond, tout seul, bien, tout ce que vous faites, c'est que vous diminuez vos chances de réaliser une bonne course lorsque ça compte à la fin du plan d'entraînement. Vous ne faites juste pas respecter la phase de repos qui est extrêmement importante à ce moment-là. Le but, c'est d'arriver reposé puis de faire une performance, une journée. Je pense que vous allez avoir beaucoup plus de plaisir. Faites-vous confiance, ayez confiance au travail que vous avez accompli, puis je pense que ça va faire une énorme différence. Puis même chose, faire la distance, je disais, il faut se tester au maximum, mais quelqu'un, exemple, c'est son premier 10 km, a peur de ne pas courir la distance parce que justement, dans le plan, moi, je ne vais pas faire 10 km aux gens. Certains les coureurs plus expérimentés vont peut-être le faire parce qu'ils sont rendus là, mais d'autres vont arriver, vont te dire hey, j'ai juste fait 7 ou 8 km à l'entraînement. Mais c'est normal parce que quand vous arrivez et que vous faites un entraînement qui dure 60-70 minutes pour certains qui font leur premier 10 km, mais c'est énorme dans une semaine. C'est un gros morceau, puis le risque de blessure est trop élevé. Je vous garantis, si vous êtes capable de courir 40-50 minutes en continu, vous allez être capable de courir 60 minutes en continu puis faire votre premier 10 km ou 70 minutes en continu, faire votre premier 10 km. Donc, c'est de faire confiance, oui, au plan d'entraînement, mais aussi à ce que vous avez fait. Autre chose, la peur de la déshydratation, surtout à ce temps-ci de l'année, on a très peu de chaleur. Des fois, je vois des gens qui courent avec plein de bouteilles d'eau, il fait 8 degrés dehors. C'est pas dramatique. C'est du poids que vous traînez pour absolument rien. Planifiez-vous quelques points d'eau sur si vous avez vraiment soif, planifiez-vous un petit point d'eau sur le parcours. Moi, des fois, je fais ça quand il fait vraiment très chaud l'été, mais en hiver ou même au printemps ou à l'automne,
je suis amplement capable d'aller courir 1 heure et demie sans boire une gorgée d'eau. Si je suis bien hydraté le matin, puis si je suis bien hydraté le soir, c'est deux. Quand je bois avant, mais je bois après aussi en revenant. C'est un conseil vraiment important. Si on est bien hydraté, on écoute nos signes. Quand on a soif, on boit. Comme là, si j'ai parlé pratiquement on est rendu à 40 minutes. Donc, je commence à avoir soif. Donc, tout de suite après, je vais aller boire une bonne quantité d'eau après. Pas trop non plus avant de se coucher, c'est pas mieux, mais essayer d'éparpiller sur la longueur de la journée notre hydratation, ça peut faire une différence. Maintenant, des questions. Vous pouvez être dans la fenêtre en haut Q&A. Vous pouvez poser des questions sur n'importe quoi. En fait, ça va me faire plaisir de vous répondre. Si vous voulez que la question soit anonyme, donc que je vous réponde à la fin sur le clavardage, pas de problème, je vais vous répondre juste par écrit. Puis sinon, si vous voulez, dans le fond, habituellement, j'explique, je pose la question à tout le monde parce que des fois, ça peut concerner les gens. Puis ça va me faire plaisir. Donc, n'hésitez pas, la période des questions est là pour ça. Puis ça me fera plaisir de vous répondre. Puis pour ceux qui nous quittent, merci beaucoup. Je vous souhaite, je dirais, une bonne préparation de plan d'entraînement, et non pas pour un événement, mais gardez en tête que justement, quand la saison va recommencer, il faut être prêt. Je dirais, personnellement, moi, je suis dans la même situation que plein d'athlètes. Moi, tout mon calendrier de course vient de... En fait, je ne sais même pas quand ça va recommencer. Tout a été annulé pratiquement. Les courses moi, je faisais de l'athlétisme sur la piste, puis tout a été annulé. Les camps d'entraînement, tous les voyages, bref, tout ça est annulé. Fait que là, moi, présentement, je vais juste me garder en forme le plus possible que quand ça repart, je vais être prêt. C'est juste ce que je vous conseille de faire. Quelle application ou équipement utiliser pour les temps d'intervalle? Très bonne question. Moi, j'utilise personnellement une montre GPS. Mais en gros, vous pouvez utiliser il y a beaucoup d'applications de téléphone qui sont disponibles. Moi, j'utilise aussi l'application dans mon entraînement, l'application Strava, S-T-R-A-V-A. C'est super le fun, c'est facile à utiliser. On peut justement courir avec notre téléphone, puis ça va nous donner le parcours qu'on fait. Il y a aussi l'aspect de segment avec des intervalles puis des classements. Ça peut être une façon de se motiver. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Si vous courez avec des écouteurs, justement, c'est relié, puis ça vous dit des fois vos temps de passage à chaque kilomètre. Donc, Strava, c'est vraiment gratuit. C'est vraiment génial. Puis, c'est motivant aussi. On peut voir qu'il y a d'autres gens qui passent au même endroit que nous. Bref, c'est vraiment le fun, c'est gratuit. Puis, il y a une version payante, par contre, qui offre quelques bonifications, là, entre autres au niveau des zones d'entraînement, mais je ne pourrais peut-être pas nécessairement vous dire si ça vaut la peine. Je ne l'ai jamais utilisé. J'espère que ça répond à ta question. Des conseils pour la musculation. Oui, dans le fond, le but en course à pied, c'est pas, surtout dans les épreuves de plus longue distance, je dirais les épreuves de sprint, c'est vraiment autre chose. Dans les épreuves de longue distance, la course à pied, c'est souvent, on utilise la musculation principalement pour le renforcement musculaire, puis éviter les blessures. Mais principalement, je vous conseille justement de faire des exercices vraiment de renforcement musculaire, beaucoup de stabilisation. Pas besoin nécessairement d'avoir des grosses charges à l'entraînement. C'est vraiment le but, c'est d'éviter les blessures. Je ne sais pas si ça répond à la question. Voilà. D'autres questions? Gênez-vous pas. C'est le moment. À moins qu'il y ait une question qui s'en vienne. Ben, si vous n'avez pas d'autres questions, je dirais n'hésitez pas à m'écrire sur mes différents médias sociaux. Ça va me faire plaisir de vous répondre si y a des questions qui vous viennent en cours de route. Si jamais vous voulez justement aller un petit peu plus loin, il y a des plans personnalisés qui sont offerts par Uni pour le sport. Donc, on a des forfaits qui sont vraiment intéressants, puis ça vous permet d'avoir un suivi vraiment personnalisé en fonction
aller un petit peu plus loin que ce qui est offert dans le plan gratuit. Puis justement, vous avez une relation directement avec l'entraîneur. Donc, moi, je trouve que c'est une belle façon justement d'aller un petit peu plus loin. Si vous avez aimé vous entraîner avec un plan d'entraînement, si vous avez des objectifs, des choses que vous voulez faire, c'est entre autres une bonne façon de progresser, puis aussi, ultimement, d'avoir beaucoup de plaisir là-dedans. Donc, je vous remercie. Passez une belle soirée. Puis, lâchez pas, c'est important. Gardez à rester actif. Ça va faire une énorme différence dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Bonne soirée.